Bonjour à tous et à toutes, cela fait 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo et je reviens. Ça fait un petit moment que l'impulsion commençait à venir et puis j'allais pas jusqu'au bout du mouvement, souvent à cause de contraintes matérielles. Et j'avais envie de revenir juste pour faire du booktube tout simple, bête et méchant, raconter quelles étaient mes lectures récentes, pourquoi je les avais aimées ou pas, enfin ce genre de choses. Je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo YouTube, c'était un vlog de rédaction de thèse. Et depuis, j'ai soutenu ma thèse, ça fait 1 an et quelques mois. 1 an et 5 mois, bientôt 6, bientôt 1 an et demi. Et j'avais projeté un temps de tourner une vidéo à propos de la soutenance de thèse, donc sa préparation, son déroulé, la manière... Enfin, la manière... Ouais, bon, bref, peu importe. Et j'avais eu ce projet-là pendant un moment, notamment parce que j'avais cherché sur YouTube moi-même des photos enfin des vidéos pardon de jeunes docteurs parlant de leur soutenance et j'en avais trouvé quelques-unes mais très peu et ça m'avait quand même aidé à me préparer, ne serait-ce que sur le plan émotionnel. Et voilà. Donc peut-être qu'un jour je ferai cette vidéo. Comme mes souvenirs sont moins frais que juste après, ce sera peut-être moins pertinent, moins intéressant, mais en même temps j'ai une forme de recul aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Euh, Et donc, depuis cette soutenance de thèse, beaucoup de choses sont intervenues dans ma vie, plusieurs déménagements. Euh, j'ai publié mon premier livre, Sénaclière. Alors, c'est pas juste mon livre, c'est un livre qui a été coécrit, co-traduit avec un ami. Et cette année, je suis enseignante dans une université pour des étudiants de licence. Donc, j'ai le statut d'ATER, c'est-à-dire que c'est un contrat d'1 an. Et j'aime beaucoup ça. Et là aussi, ça mériterait des vidéos, mais parce que j'ai aussi cherché des vidéos d'ATER, donc de personnes ayant mon statut universitaire, pour voir comment elles le vivaient, etc. Et je crois que j'ai rien trouvé là pour le coup. Je me suis dit, voilà, quand une ressource est manquante, pourquoi ne pas la créer soi-même? Et donc je reviens avec du booktube. Au départ, j'avais des ambitions un peu... Enfin, de grandes ambitions. Je pensais faire le bilan de l'année 2025 en lecture. Mais bon, comme dans l'année 2025, j'ai déménagé, que les livres ont bougé un peu dans tous les sens et que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était aussi, donc je retiens moins ce que je lis. Ce qui aide à faire le tri, mais c'est un peu dommage. Bon, toutes ces choses ont fait que je suis beaucoup moins ambitieuse. Là, nous sommes à la fin du mois de mars, donc je vais juste faire un petit bilan trimestriel de lecture. Donc ce début d'année 2026, qu'est-ce que j'ai lu? Et voilà. Et donc déjà, je montre, hop, ce que j'ai sélectionné. Je vais pas parler de tous les livres lus, je vais parler de ceux que j'ai lus et qui m'ont beaucoup beaucoup plu et desquels j'ai quelque chose à dire. Alors c'est un peu injuste peut-être parce qu'il y a d'autres livres que j'aimais, mais enfin peu importe. Et avant de commencer à parler des livres, livre à livre, hein, on va faire les choses de manière un peu traditionnelle, je me suis posé la question, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les stats, de savoir est-ce que j'ai lu plus d'auteurs ou d'autrices, est-ce que j'ai lu plus de littérature contemporaine ou pas contemporaine, quelles sont les maisons d'édition, enfin ce genre de questions. J'ai pas fait des stats chiffrées, mais j'ai lu plus d'autrices que d'auteurs. Ça, c'est une certitude et c'est pas du tout fait exprès. Il y a beaucoup de petites maisons d'édition ou de moyennes. Alors, petites, on a tout dépend ce qu'on appelle petite, hein, bien sûr, mais on a double ponctuation. On a les pérégrines aussi. Et les éditions de la Sorbonne, je pense qu'on peut considérer que c'est une petite maison d'édition, enfin j'en sais rien, peut-être pas. Et on a ensuite des maisons d'édition moyennes comme La Volte ou Corti ou Verdier. Alors est-ce qu'elles sont moyennes? C'est plutôt des grandes, non? J'en sais rien. Mais voilà, et il n'y a que de la littérature contemporaine. Je crois que le livre le plus ancien de Scorpius, c'est un livre de Judith Schlanger qu'elle a publié peut-être dans les années 90. Et encore, c'est même pas sûr. Bah, c'est où la date là? Pourquoi elle est pas là où je la cherche? Ah, 2010, voilà, j'ai vu. 2010. Je la garde pour la fin. Judith Schlanger.
Oh là là. Et donc ça doit être le livre le plus ancien, quoique non, il y a aussi Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas qui a été écrit en 2010 aussi parce que c'est un livre qui est issu de la crise financière de 2008. Voilà. Et là, je ne présente qu'à... Voilà, non, il y a plusieurs essais quand même. Je dis des bêtises. Il y a plusieurs essais. J'allais dire je ne présente que la littérature. Mais non. Là, depuis quelques années maintenant, j'ai adopté cette espèce de rythme de lecture où je lis toujours simultanément un essai et un livre de littérature. Voilà. J'essaie de maintenir ce rythme. Une petite nouveauté aussi, c'est que maintenant j'ai besoin de lunettes pour lire. Voilà, on est plutôt de jeunes. Une autre nouveauté qui pourrait affecter cette vidéo, mais ça c'est juste du potentiel, c'est que j'ai un petit chat. Alors, plus si petit parce qu'elle va avoir 11 mois, je crois. Mais donc c'est pas impossible qu'elle vienne à un moment réclamer quelque chose, que je joue avec elle ou qu'elle vienne marcher sur le clavier. C'est quelque chose qu'elle aime bien. Voilà, alors je vais commencer avec Daniel Mendelssohn, Les Disparus, et c'est une sacrée pavasse. En fait, c'est le livre le plus long que j'ai lu cette année pour l'instant. On a atteint 930 pages, et c'est rigolo parce que je l'ai lu en janvier, et en décembre, j'avais lu David Copperfield. Donc David Copperfield, là, on dépasse le millier de pages, et... mais c'est un apax, en fait, je ne lis pas difficilement si fréquemment. Donc, Les Disparus de Daniel Mendelssohn, ça a été un espèce de classique contemporain, avec de nombreuses rééditions, de nombreux retirages. Alors là, on a cette petite stratégie éditoriale très anglo-saxonne qui consiste à mettre des bouts de critique sur la couverture. Je n'aime pas ça parce que je suis une Française snob, mais... là, on voit que Joyce Carol Oates et Jonathan Safran Foer ont bien aimé. Alors, Daniel Mendelssohn, il est universitaire, c'est un chercheur en littérature, il est américain, et il est également écrivain. Et il s'est signalé pour ses récits d'enquête. Alors, je crois que j'avais déjà parlé sur cette chaîne, de cette veine de la littérature contemporaine, le récit d'enquête, étudié notamment par Laurent Demens, je crois que c'est Laurent, dans un livre qui s'appelle... je sais plus, le récit d'enquête contemporain ou quelque chose comme ça. Et en fait, ici, enquête, il faut pas l'entendre au sens d'enquête policière. On n'est pas face à des récits policiers. Ce sont des enquêtes au sens davantage académique du terme, donc des enquêtes, des récits littéraires qui reprennent certains des codes de l'enquête anthropologique, sociologique, historique, donc certains des outils académiques, et qui les appliquent à la littérature. Ici, dans Les Disparus, on a en fait à la fois ces méthodes-là. Donc Daniel Mendelssohn va se comporter en historien à la recherche de sources orales, donc de sources directes. Voilà. Avec tous les écueils que comportent ces sources, c'est-à-dire le fait que la mémoire soit imparfaite, subjective, le fait que les témoins disparaissent les uns après les autres, qu'ils commencent à perdre la mémoire. Mais c'était aussi un récit d'enquête vraiment au sens formel du terme, c'est-à-dire que la tension narrative est toujours à son maximum. Enfin, il y a quand même des petites variations, mais il y a vraiment une écriture qui entretient le suspense et qui fait que ça se lit vraiment... Enfin, pour moi, ça a été un page-turner. J'ai lu ce livre très rapidement, en fait, malgré les 900 pages. Parce que il y a plein de petits effets de prolepse, donc d'annonce de ce qui va se passer ensuite, de ce qu'il va trouver, etc., qui font qu'on a envie d'en savoir plus. Et parfois, je veux dire, il arrive à faire reposer du suspense sur des choses comme, par exemple, une vieille dame qui a dit qu'elle avait aperçu une fois dans sa vie une jeune fille et qu'elle a un détail à révéler. Et ce détail, ça peut être juste que la manière que cette jeune fille avait de porter son sac à main. Et ça devient complètement palpitant sous la plume de Daniel Mendelssohn, c'est quand même très très fort. Alors on va en venir au cœur du sujet. Daniel Mendelssohn, c'est un héritier de
Enfin, il est juif, d'ascendance juive, par ses 2 parents, me semble-t-il. Et ici, on est dans un récit d'enquête généalogique, puisqu'elle va partir à la recherche de 6 personnes qui donnent leur nom au titre, les disparus, 6 personnes disparues. Donc lui, il a eu la chance que son grand-père, me semble-t-il, émigre pour les États-Unis relativement tôt. Alors je sais plus exactement la date, mais peut-être dans les années 20 ou les années 10, je sais pas exactement. Mais il a un grand-oncle qui n'est pas parti et qui est resté avec sa famille jusqu'à trop tard dans leur petite ville de Pologne, Bolero. Je sais pas du tout si je prononce bien les choses, Bolscho, Bolero, Bolerov. Aucune idée, d'autant plus que la ville a changé de nom depuis, qu'on l'appelait pas de la même manière en yiddish et en polonais. C'est un peu compliqué, l'onomastique. Mais donc, ces 6 personnes, ce sont le grand-oncle, sa femme et leurs 4 filles. Oui, bah oui, sinon ça fait pas 6. Leurs 4 filles, qui, au moment de leur disparition, donc les filles avaient, la plus jeune était adolescente, et la plus âgée avait peut-être 24 ou 25 ans. Voilà, elle était fiancée. Il se trouve que ces 6 personnes ont disparu dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, et donc en Pologne, c'était l'époque des massacres par balles. Donc c'est pas les camps d'extermination, là c'est vraiment la Shoah par balles. Et Daniel Mendelssohn a su quelque chose, ou a cru savoir quelque chose, parce que c'était vraiment le petit garçon qui posait des questions à son grand-père depuis tout petit, qui voulait en savoir plus sur sa famille, etc. Et ça m'a fait sourire parce que j'étais exactement comme ça quand j'étais petite. Et mon arrière-grand-père m'avait dit une fois, tu seras l'historienne de la famille. Bon, il se trouve que j'ai écrit une thèse, et que dans cette thèse, il y a une toute petite partie historique. Mais bon, c'est rigolo ce côté prédictif d'un ancêtre qui lègue à son descendant la tâche de raconter une histoire. Et bon, comme souvent dans les récits généalogiques, on a beaucoup de tabous, beaucoup de prismes déformants, etc. Et donc Daniel Mendelssohn va littéralement partir à la recherche de personnes qui ont des souvenirs de ces 6 personnes et qui peuvent éventuellement en savoir plus. Et ce qui est très beau, c'est que souvent c'est très ténu, mais il reconstitue un espèce de tableau avec beaucoup de contradictions parce que tout le monde ne se rappelle pas des choses de la même manière. Et surtout, ce sont des personnes extrêmement âgées qui ont pu connaître l'un des 6 disparus directement ou indirectement. Et ces personnes très âgées, pour certaines d'entre elles, commencent à perdre la tête, sont très malades. Il y a plusieurs personnes qui meurent pendant l'enquête de Daniel Mendelssohn. Ou alors ne veulent pas parler. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi vraiment la question du tabou qui est resté très fort des années plus tard. Ou... enfin, voilà. Tous les écueils de la création d'une histoire à partir de témoignages oraux qui sont intéressants, enfin, qui possèdent un... Enfin, vraiment, je suis restée très marquée par cet épisode de la manière dont l'une des grandes cousines, du coup, portait son sac. Je sais pas. Et c'est vraiment l'un des plus beaux détails reconnus que Daniel Mendelssohn parvient à grappiller. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa famille, on sait que la famille est morte à ce moment-là, à peu près l'année et encore, mais on n'en sait pas plus. Et il arrive en fait quand même à reconstituer une forme de généalogie et à savoir pour chacune des personnes de la famille à quel moment elle est morte, dans quelles circonstances. Et en fait, il y en a qui ont survécu à une partie de la guerre, il y en a qui ont pu se cacher, d'autres non. Enfin, voilà. Donc c'est un très très beau récit d'enquête qui m'a aussi intéressée parce qu'en fait, Daniel Mendelssohn écrit au plus près de l'enquête, il nous la fait revivre, il nous fait revivre sa temporalité, et sa temporalité subjective aussi. Et il n'y a que dans les 300 dernières pages, donc dans le dernier tiers du livre, qu'il se rend compte que sa manière d'enquêter peut être problématique. Parce qu'il vient interroger des personnes qui peuvent avoir connu de très près ses grandes cousines,
grand-oncle, sa grand-tante, et des personnes en fait qui sont complètement traumatisées. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'il acquiert une réflexivité progressive. Par exemple, à un moment, il sort une photo d'une grand-cousine devant un homme très âgé dont cette cousine a été le premier amour. Et cet homme très âgé n'a plus vu le visage de cette jeune femme depuis avant sa mort. La dernière fois qu'il l'a vue, elle était vivante. Il n'a jamais vu de photographie. Et je pense à des scènes comme ça qui sont très belles sur la question des témoins et de la manière dont il y a aussi une forme d'éthique et de soin quand on enquête à apporter aux témoins. Et qui évidemment, moi, me renvoie... alors, pas du tout dans les mêmes proportions et pas du tout pour les mêmes raisons, mais mes propres méthodes d'enquête quand je faisais ma thèse, où j'ai essayé quand même, je sais pas si j'ai toujours réussi, c'est pas sûr, mais j'ai essayé de pas mettre mes gros sabots partout, de demander l'autorisation aux gens d'exploiter leurs textes, etc. Et je pense que j'ai pas toujours été super délicate, comme Daniel Mendelsohn d'ailleurs, mais que le livre nous fait peu à peu acquérir cette réflexivité. Et ce que j'ai trouvé aussi très beau dans ce livre, c'est aussi un livre avec des photographies, voilà, on est un peu dans cette veine-là, là. Sebald, voilà, ce genre de choses, des photographies de personnes. Alors, est-ce que je vais en trouver? Voilà, de personnes, etc. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est que j'ai pris conscience de quelque chose dont je n'avais jamais pris conscience, et pourtant, Dieu sait si j'ai lu beaucoup de littérature concentrationnaire. La question que pose Mendelssohn dès le départ, c'est comment écrire à propos de cet événement, le génocide des Juifs d'Europe, lorsqu'on ne l'a pas vécu soi-même, mais qu'en fait on est un témoin indirect. Est-ce qu'on peut inventer une écriture de ça, du témoin indirect? Et là, tout de suite, moi, ça me renvoie à Maggie Nelson avec Jane a Murder, qui est le livre qu'elle a écrit sur sa tante qui a été victime d'un serial killer de femmes aux États-Unis. Et donc, comment est-ce qu'on écrit? Quelle éthique de l'écriture on déploie? Quelle forme on invente pour parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même, mais de la trace de cette chose dans nos vies? Et du coup, je me suis perdue en cours de route, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, que, en fait, du coup, Mendelssohn tente d'inventer une forme. Et moi, j'ai pris conscience, au travers de cette forme-là, alors que j'avais lu beaucoup de littérature concentrationnaire, mais pour moi, ce que j'avais lu, c'était vraiment l'interrogation, la question du mal, vraiment des choses, comment est-ce que l'être humain peut détruire des êtres humains, le mal absolu, les effets de structure sur le mal, enfin des choses comme ça. Et j'avais vraiment toujours compris la question du génocide juif en Europe comme une question de la destruction d'une somme d'individus. J'avais jamais perçu la question de la destruction de culture, de langue, de manière de faire, de voir, de sentir, de généalogie familiale. Et là, je l'ai mieux compris parce qu'en fait, au travers de ces 6 disparus, Daniel Mendelsohn recherche aussi ce qu'était d'être juif à Bolécho, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Qu'est-ce que c'était, la langue qu'on parlait, les rapports avec les autres communautés, parce qu'on avait 3 communautés présentes à Bolécho. On avait la communauté juive, la communauté polonaise et la communauté ukrainienne, où je dis une énorme bêtise, je sais plus exactement. Je sais plus du tout. Bref, 3 communautés, 3 manières de parler, de prononcer les mots, toute la question léonomastique, des manières de cuisiner aussi. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, il va rencontrer donc, du coup les survivants, et les survivants lui font à manger. Et ils lui font à manger des recettes de Bolécho. Donc la manière de cuisiner des juifs polonais du début du XXe siècle. Et dans son livre, il y a un soin extrême qui est apporté au fait de raconter ces scènes de repas. De raconter ce qu'on mange, comment ça a été cuisiné, l'amour qui a été mis dedans, etc. Et donc il crée aussi une archive avec son livre, une archive de ça, de la culture culinaire, pas juste de la culture linguistique.
Par exemple, il comprend aussi que son grand-oncle était issu d'une famille de bouchers, donc il essaye de comprendre le fonctionnement des lignées professionnelles à Boléchault, la manière dont les stratégies matrimoniales fonctionnent, etc. Donc il recrée une culture pour nous, mais aussi la nostalgie infinie pour cette vie-là chez les survivants, que lui n'a pas connue pour le coup, ou connue de manière trop indirecte. Mais vraiment, c'est cette cohorte de personnes très âgées qui nourrissent le rêve d'une Boléchault juive qu'ils avaient connue et qui n'existe plus. Je me rappelle d'un passage vraiment très dur, où il se rend avec une amie dans une ville d'Europe de l'Est. Alors je sais plus si c'est pas Vienne, mais je dis peut-être une bêtise. Et en fait, ils se rendent dans le cimetière. Et ici, il y a un creux, parce qu'il y a toute une section du cimetière qui avait été rachetée par la communauté juive de la ville, je sais pas, peut-être dans les années 20 ou 30, en prévision des futurs enterrements. Et cette section est vide. Il dit, en fait, le fait que les juifs qui auraient dû être enterrés ici ne le soient pas raconte quelque chose de l'histoire de notre série. Enfin, il y a une très belle scène autour de ça. Ça fait déjà 20 minutes que je parle et je n'ai parlé que d'un livre. Et c'est que je l'ai adoré. Et donc, dans la foulée, j'ai commandé plusieurs autres de ces livres. Notamment un livre, alors je trouve le projet extraordinaire, mais je ne l'ai pas encore lu, où en fait, il raconte la confrontation entre son père et lui dans le cadre d'un séminaire donc, que lui, Daniel Mendelssohn, donne à l'université sur l'Odyssée, je crois. Et la manière... son père décide d'assister à ce séminaire, donc à ce cours, et ça engendre un dialogue père-fils autour de l'Odyssée. Donc j'ai très hâte de le lire. Ce genre de forme me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai lu Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, donc qui est une journaliste. C'est devenu un espèce de classique. Je me demande s'il n'y a pas eu un film d'ailleurs, mais je sais plus. Je crois qu'il y a eu un film il y a quelques années. Donc elle a été journaliste essentiellement pour Le Monde et Libération, Le Nouvel Obs. Et elle fait partie de ces journalistes qui écrivent de très longs reportages sous forme d'enquête, C'est drôle parce que je venais de commencer la lecture d'un autre ouvrage d'une journaliste américaine, ça s'appelle 10 jours dans un asile. Et la journaliste était fin 19e siècle, était allée vivre en tant que patiente 10 jours dans un hôpital psychiatrique. Voilà, pour témoigner de ce qu'était le quotidien des femmes psychiatrisées. Et donc ici, Florence Aubenas, dans le quai de Ouistreham, au moment de la crise, part à Caen, s'inscrit au chômage, fait croire à Pôle emploi qu'elle n'a aucune qualification parce qu'elle aurait été mariée à un homme qui l'entretenait pendant des années, etc. Et elle nous fait découvrir le monde de la précarité, d'une très grande précarité, un monde où obtenir un CDD un peu long dans une entreprise de nettoyage, c'est un peu le Graal. Et parce qu'elle, au départ, bon, déjà, elle trouve rien du tout. Puis quand elle finit par trouver, c'est juste des espèces de petites vacations extrêmement mal payées à effectuer dans des conditions déplorables. En fait, voilà, j'ai trouvé ce livre intéressant et je l'ai trouvé intéressant aussi parce que, et là je parle depuis mon privilège, depuis ma position de lectrice, je n'avais jamais compris, enfin eu la sensation de toucher du doigt ce qu'était la vraie précarité en France. J'ai longtemps cru ou pensé que le fait de ne pas avoir de CDI, quand on est jeune chercheur, hein, c'est le cas, voulait dire qu'on était précaire, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui est raconté dans le quai de Ouistreham. Bon, je passe un peu plus vite, parce que ça fait déjà 24 minutes, ma vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, j'ai lu ce petit livre de sociologie qui s'appelle Sociologie de Mylène Farmer, qui est coécrit par Arnaud Alessandrin et Marielle Toulz. Et donc, il y en a un qui... Arnaud Alessandrin est à Bordeaux. Il enseigne la sociologie du genre et des discriminations. Et Marielle Toulz, maîtresse de conférence à Lyon. Et ses travaux portent sur la représentation des personnes discriminées dans les médias. Voilà. Et c'est un livre que j'ai trouvé à la fois très intéressant et très frustrant. C'est publié chez Double Ponctuation et il y a un parti pris qui est d'adresser ce livre à un large public.
Donc on est dans un ouvrage de vulgarisation, mais pas au sens de simplification, vraiment de mise... Enfin, le texte est fait pour être accessible. Et ils se sont fondés sur la sociologie des fans, donc des publics de fans, dans la pop culture, et donc là, c'est plutôt sur l'artiste Mylène Farmer. Il se trouve que j'ai passé toute mon adolescence à être extrêmement fan de Mylène Farmer, et que j'ai trouvé ce livre intéressant parce que j'avais déjà le pressentiment que j'avais que cette étape de ma vie était en fait le témoignage de quelque chose d'un peu collectif. Et en effet, oui. Il y a une longue partie sur leur méthodologie que j'ai trouvée très intéressante. Alors, j'avais déjà, au cours de mes recherches, croisé les travaux de Henry Jenkins, les fan studies et tout, c'était des choses que je connaissais un peu, mais avec cette idée qu'on allait envisager les pratiques fans, pas d'une manière surplombante, on n'allait pas percevoir les fans comme des personnes aliénées, mais plutôt comme des personnes qui, à partir d'un contenu proposé par d'énormes conglomérats économiques, etc., parfois très formatés, etc., en fait, allaient se révéler créateurs. Un peu dans une lignée de Michel de Certeau, ils allaient bricoler, créer dans les marges. On a toute la question des fanfictions, des fanarts et tout ça, mais aussi des sociabilités dans les publics de fans. Là, par exemple, il y a un truc un passage intéressant sur les fans qui se rendent au concert et qui arrivent 2 jours plus tôt, qui campent à côté de la salle de spectacle, etc. Et la manière dont, en fait, ce genre de geste, qui est perçu, raconté dans les médias comme quelque chose un peu ridicule, le fan aliéné qui est tellement ridicule qu'il campe devant la salle de spectacle pour avoir une bonne place, et quand, en fait, non, les gens font ça pour ça, mais ils font aussi ça parce que ça leur permet de rencontrer d'autres fans et de passer plusieurs jours à attendre ensemble le concert. Et voilà, trop bien. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus créatif dans leur méthode, c'est le fait d'avoir travaillé à deux. Et d'avoir travaillé à deux, c'est 2 chercheurs qui visiblement ont l'habitude de travailler ensemble, mais surtout, en fait, on a Arnaud Alessandrin qui est un grand fan de Mylène Farmer et Marielle Toulz, non. Et leur postulat, c'est qu'ils peuvent cumuler les avantages sans les inconvénients du double positionnement. Les avantages du fait d'être un observateur participant ou un participant observateur, ou... Non, un observateur participant... Oui, bon, bref, l'un ou l'autre. C'est évidemment d'une part de mieux connaître l'artiste, son histoire, etc. Donc il y a un gain dans la documentation, un gain de temps, mais aussi de s'insérer plus facilement auprès des enquêtés, parce qu'on partage quelque chose avec eux, on se présente pas comme le chercheur qui vient enquêter, mais comme la personne qui partage quelque chose. Et en même temps, on a la rigueur méthodologique, le fait de pouvoir s'abstraire un petit peu de l'appréhension émotionnelle de l'objet du côté de Marielle Toulz. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que, voilà, cette double démarche... Bon, voilà. Mais j'ai été extrêmement frustrée par ce livre, parce qu'en fait, on nous donne quelques résultats, c'est très court, c'est trop court, et finalement, l'analyse des résultats, pour moi, n'allait pas assez loin. Voilà. J'aurais attendu plus, parce qu'il y a quand même un résultat qui, pour moi, est quelque chose d'énorme. C'est que parmi les fans interrogés, enquêtés, etc., 90% des répondants hommes sont des hommes LGBT, et 50% des répondantes femmes sont des répondantes LGBT, donc plutôt gays et lesbiennes. Mais ça inclut sûrement aussi les bi, c'est pour ça que je dis LGBT. Et en fait, c'est phénoménal. Je veux dire, par rapport à la population globale, c'est quand même beaucoup plus. Or, Mylène Farmer n'est pas elle-même lesbienne, bi, pas qu'on sache en tout cas, elle est très discrète à propos de sa vie privée, et certains des textes de ses chansons abordent ce genre de questions, mais assez tard dans sa carrière, et rarement de manière complètement frontale. Alors, je crois qu'il y a Elle a dit, qui est l'histoire d'une adolescente lesbienne, qui est un texte sur une adolescence lesbienne, mais à part ça, c'est quand même... voilà. Donc, la question du pourquoi, moi, me semble intéressante. Je me souviens que j'avais regardé
une saison de l'émission de télé-réalité Drag Race France, et que dans la communauté drag, évidemment, il y avait notamment la gagnante de la saison, Paloma, qui expliquait comment elle s'était construite avec Mylène Farmer, et apparemment ça avait l'air d'être une chose qui était partagée par de nombreux jeunes hommes homosexuels. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même intéressant que moi qui suis bisexuelle, j'ai autant aimé Mylène Farmer. Finalement, il y a peut-être quelque chose. Enfin bref, voilà. Une enquête vraiment intéressante qui produit des données, mais qui, à mon avis, ne va pas assez loin dans l'analyse des données. Il y a aussi une petite analyse sémiotique des textes et de la mise en scène des spectacles de Mylène Farmer. Et là aussi, je suis un peu restée sur ma faim parce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais en fait, j'aurais aimé que ce livre fasse le triple de ce qu'il fait. Il fait 140 pages. Et pour moi, en fait, une enquête de 500 pages, ça aurait été trop bien. Mais c'était sûrement pas le projet de ces sociologues. Et puis, de fait, si le livre avait été beaucoup plus épais, il n'aurait plus été destiné au même public que celui auquel il était destiné. Voilà. Et c'est drôle parce que dans la foulée, j'ai lu un autre petit ouvrage de sociologie avec une visée comme ça, grand public. Un truc sur le crush. Mais je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je l'ai pas là, et donc je vais pas en parler, mais j'ai beaucoup aimé Crush. Ensuite, je fais une petite pause. Allez, on reprend avec, pour l'instant, vraiment mon livre de l'année, je pense, qui a été prêté par une amie, la youtubeuse Grain de Lettres, qui a d'ailleurs consacré une vidéo entière à ce livre. Il s'agit d'Agrafa de Louvain. Oui, Louvain. Et Louvain est une autrice de science-fiction. Ici, c'est publié chez La Volte, donc c'est une maison d'édition de science-fiction un peu pointue. Et ce qui est intéressant, c'est que Agrafa ne se passe pas dans le futur, mais dans le passé. Mais pour autant, c'est quand même de la science-fiction, me semble-t-il, parce qu'on est dans une... C'est quelque chose, en fait, qui... Enfin, le texte est un mimolecte de travail d'historien. Mais c'est de la fiction. C'est dans un passé réinventé, ou pas réinventé, comme dans le cadre de l'Uchronie. Comment les choses se seraient-elles passées si, mais plutôt réinventées dans les marges, c'est-à-dire des choses possibles, plausibles, même si à un moment on commence à basculer dans un univers un peu plus merveilleux, surnaturel, mais voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Agrafa ? Agrafa, c'est il y a plusieurs parties en fait. C'est une chercheuse qui travaille sur des manuscrits médiévaux du Xe siècle, avant l'an 1000, et ces manuscrits sont des manuscrits qu'elle traduit et qu'elle commente en les traduisant. Donc on a les deux. On a la traduction qu'elle propose et puis le commentaire de cette traduction, et puis une petite préface aussi. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est présenté comme du paratexte, donc ce qui encadrerait le texte, les textes type préfaciel, les notes, etc., c'est de la fiction aussi. C'est pas du vrai paratexte. Et ces textes qu'elle traduit, ce sont des textes qui auraient été écrits par des moniales, des sanctimoniales même dans le livre, vivant en communauté à une époque où les institutions chrétiennes, catholiques n'étaient pas aussi encadrées qu'aujourd'hui. Donc à une époque où on pouvait peut-être faire communauté, mais où ça commençait à se verrouiller un peu plus aussi. Et donc ces femmes, elles vivent sur la côte, alors je sais plus exactement où, au bord de la mer, et la localisation géographique est super importante. Mais alors elles sont combien déjà ? Non mais vraiment, ma mémoire c'est terrible. 8 femmes, il y a 8 femmes. Unies dans une grotte au cœur de la forêt, et la communauté s'appelle Adsaxonaefons.
Elle raconte successivement leur arrivée dans la communauté, leur vie dans la communauté. Il y a des textes avec une... ouais. Et il y a deux types de textes. Il y a les confessiaux. Donc les confessiaux, ce sont en fait les textes autobiographiques où les sanctimoniales se racontent elles-mêmes. Et les gestas, les gestes. Donc c'est l'inverse. Elle raconte une autre sanctimoniale. Donc on a Ludmilla, Oda, Sigrid, Volusiana, Sylvia, j'en oublie, Uta, Liutgard, Aya. Et ce qui est super intéressant aussi, déjà on sent que c'est quelqu'un, enfin que la personne qui a écrit ce livre a une formation d'historienne parce que tous les codes de l'écriture historique sont extrêmement bien maîtrisés. Et aussi parce qu'on nous montre une communauté hétérolinguistique, c'est-à-dire avec des femmes qui viennent de divers horizons, certaines qui parlent celte, certaines qui parlent latin, certaines, il y en a même une qui est viking. et, et même en fait, à l'échelle de ce qu'aujourd'hui on appellerait la France, qui à l'époque était plutôt... est-ce que c'est... Bref, je sais plus. Mais c'est très... Enfin, il y a plein de langues, et là, les langues se rencontrent, et ça pose des problèmes de communication. Agrapha en grec, ça veut dire ce qui n'est pas écrit. A, c'est le A privatif. Graphein, le verbe écrire. Et on va avoir... En fait, c'est un livre, c'est un mot qui revient beaucoup dans leur texte, et donc on comprend qu'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas voulu écrire, qu'elles ont choisi de ne pas écrire. Ça, c'est la première partie. Ça reste relativement sage, on est... Voilà. Dans la deuxième partie, notre chercheuse, notre historienne, après avoir traduit une partie des textes, pas encore tous, se rend sur place. Donc elle se rend à l'endroit où, au bord de la côte, ces 8 femmes avaient bâti une communauté. Et c'est là qu'on va basculer de plus en plus dans quelque chose de plus surnaturel ou fantastique, parce qu'il y a quand même toujours une hésitation. Est-ce que c'est pas juste la chercheuse qui devient... qui a des visions, ou alors qui elle-même écrit une forme de fiction, on sait pas trop. Et en fait, elle va basculer dans la communauté. Et donc, dans la deuxième partie, on a la suite de la traduction des textes, mais aussi le journal de la chercheuse. Et de fil en aiguille, on va avoir ces textes à elle. Voilà, il y a plein de typographies différentes qui viennent marquer les statuts différenciés des textes. C'est trop bien. Moi, ce qui m'a infiniment plu dans Agrapha, d'une part, c'est ce côté... la youtubeuse Un Grain de Lettres appelle la fiction philologique. Donc on est vraiment... moi, c'est un peu mon côté chercheuse. J'aime qu'on crée de la fiction autour des codes d'écriture de la recherche. Et j'aime qu'on crée de la fiction à partir de textes très disparates. On est dans des cas parfois de quasi-hétéronymie, où on va faire croire à l'existence distincte de certains personnages comme auteurs, fiction d'auteur. Et par ailleurs, l'écriture de Louvain est magnifique. Voilà. Moi, vraiment, c'est... Il y a des passages que j'ai adorés. Je vais lire un petit extrait... Un petit extrait déjà de la préface, enfin de la fausse préface, la pseudo-préface. À l'origine de ce travail de recherche et d'édition, une tablette de plomb trouvée dans une grotte sous-marine. Bon là, elle cite ce qui est écrit sur la tablette de plomb. Je m'occupais alors, pour un projet d'écriture créative académique, commandité par l'université de Haute-Alsace, de De Fictiones, tablette magique gauloise. La personne qui m'a confié cette trouvaille, elle a souhaité garder l'anonymat, donc là on joue avec la fiction du manuscrit trouvé, pouvait de bonne foi se figurer qu'il s'agissait justement de cela. En effet, le mobilier retrouvé avec l'artefact, bien que mêlé à des débris contemporains, prédatait de beaucoup l'ère chrétienne. La graphie partiellement grecque, l'emploi d'un mélange de termes latins, celtes et germaniques, l'utilisation du plomb, la formule cultuelle polythéiste Iae Iao, l'invocation de Niské, déesse de l'eau gauloise, tout concordait. Quand j'ai compris que Volusiana était une sainte chrétienne du Xe siècle, ma curiosité m'a poussée à approfondir. Volusiana fut ermite, puis abbesse d'Adaxonaéphonse, une communauté comptant 8 femmes religieuses.
Je ne me doutais pas des rivages où cette curiosité me conduirait, ni à quel point cette exploration m'affecterait. Effet d'annonce, donc une prolepse narrative ici qui, effectivement, quand on a lu, a été très, très affectée. Et la question des rivages aussi, ce mot-là est employé ici dans son sens métaphorique, mais il ne le saura plus après. Alors pour le coup, aussi c'est un livre un petit peu compliqué à lire. Il y a vraiment un coup d'entrée dans la lecture qui est important et qui moi m'a demandé beaucoup d'efforts. Donc je l'ai lu, j'ai mis du temps à le lire à la fois parce que j'attendais d'avoir vraiment des moments où je me sentais en forme, où j'avais du temps devant moi, etc. pour le lire, mais aussi parce que je le savourais. Et c'est un livre dans lequel je revenais tout le temps en arrière. Alors c'est drôle parce que j'avais réécouté ensuite la vidéo d'un grain de lettres et elle disait qu'au contraire, elle avait pas forcément cherché, par exemple, à repérer qui était qui dans les personnages. Enfin, elle s'était plus laissée porter comme ça par le texte, alors que moi, je revenais tout le temps en arrière pour voir... pour essayer, en fait, de distinguer les personnages les uns des autres, ce qui est pas forcément évident. Par leur ordre d'arrivée, leurs caractéristiques, etc. Je suis pas allée jusqu'à prendre des notes, mais à plusieurs moments, j'ai hésité. Alors, je vais vous lire juste le tout début de la Confessio Silviae, donc la confession de Silvia. Quand on m'indique un chemin, on ajoute « plus personne ne passe par là ». Quand je demande une direction, on me dit « plus personne n'y va ». On me répond toujours, mais jamais on ne me demande pourquoi je veux m'y rendre. Au puits, à la crique, à la muraille. Je ne suis jamais questionnée dans mes intentions. Et si je suis jugée folle, personne ne s'en ouvre à moi. La gente d'ici aime me parler et j'aime leur parler. Nous nous comprenons mal pourtant. Je connais peu de mots celtiques. Ils n'entendent pas la façon dont je tourne le latin. Nous apprenons. Un jour, j'aurai perdu mon accent de terre et j'aurai gagné leur accent de mer. Les Pagani et Paganae du bord de l'eau, mes frères et mes sœurs ont perdu l'usage de bien des chemins, y compris celui qui mène de Lumanus à Lumana, mais ils en gardent l'accord. Seule une friche de buissons tendres et l'idée de la franchir me sépare de mes semblables. En fait, il y a beaucoup de termes qui sont laissés en latin, et un petit lexique à la fin, ce dont je me suis rendu compte tardivement. Donc au début, je maugréais un peu, je me disais quand même, c'est un peu élitiste. Enfin, j'ai un peu fait de latin, donc je comprenais. En fait, non, il y a un lexique. C'est juste moi qui ne l'avais pas repéré. Donc voilà, Agrafa, vraiment, mon texte de l'année, étant la traductrice d'un texte appelé Sénaclière qui fonctionne un peu selon le même principe, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Lecture suivante. Depuis quelques mois, je me rends à un club de lecture mensuel et en fait, c'est pas le principe de ce club, c'est pas de lire tous le même livre et d'en parler, c'est que chacun présente un livre qu'il a aimé. Ouais. Donc moi, en général, je présente le livre que j'ai préféré dans mes lectures du mois et voilà. Et parfois, je me laisse un petit peu influencer, c'est aussi le but, par les recommandations de lecture des autres. Et on a une participante qui avait présenté le dernier roman de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice dont j'avais lu Americana bien des années plus tôt, mais que je n'avais pas relu depuis. Et donc, je me suis lancée dans l'Hibiscus pourpre, qui n'est pas son dernier roman, qui date de quand ? 2003, 2004 pour la traduction. Mais en fait, c'est le plus ancien des livres que j'ai lus. En 2026 pour l'instant. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je trouve que déjà, c'est une narratrice hors pair. En termes d'immersion fictionnelle, Adichie, ça fonctionne très très bien. Et ici, on est dans un récit d'emprise, et d'emprise qui se dessert de manière graduelle sur fond, on va dire, historique, hein, puisque ça se passe au Nigeria. L'autrice elle-même est nigériane. Et donc, globalement, donc le personnage principal, c'est une adolescente qui s'appelle Kambili, qui a une quinzaine d'années au début du roman,
Et son père est un catholique fondamentaliste, comme c'est dit, donc qui a une vision très très stricte et austère du catholicisme, qui est très respecté par la communauté où ils vivent, parce que c'est quelqu'un qui défend la liberté de la presse, c'est quelqu'un d'engagé politiquement, qui est très riche mais qui fait beaucoup de bien à la communauté. Et sur contexte de coup d'État, quand Billy et son petit frère, Jaja, vont vivre quelque temps chez leur tante, Ifeoma, qui est un peu le double négatif du père, c'est une prof d'université un peu fantasque. Alors, on reste dans un univers privilégié socialement, pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que la tante n'est pas très riche, mais c'est quand même une universitaire, donc vers la fin du roman, elle part vivre aux États-Unis. Euh, Mais donc on a ce récit d'emprise du père sur ses enfants et c'est très bien rendu en fait. C'est ce qui m'a marqué dans ce roman, j'ai eu l'impression d'être complètement asphyxiée, de sentir ce que c'était une relation d'emprise avec ici un ascendant, qui en plus dispose déjà d'une autorité naturelle en tant que père. Et voilà, j'ai trouvé ça très bien. Et ce que j'adore dans les romans d'Adichie, j'en ai déjà un peu parlé d'ailleurs pour Mendelssohn, mais voilà, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de cuisine. Alors pas juste des scènes où les gens sont en train de manger les plats qu'on leur a cuisinés, mais des scènes où les personnages cuisinent et parlent. Et en fait, tout se passe dans ces petits dialogues où les personnages sont en train de d'éplucher des légumes, d'énerver des feuilles, de touiller une casserole. Et voilà, moi ça me plaît infiniment. Je trouve que, voilà, personnellement, je passe du temps dans la cuisine dans ma vie. Et, euh, et ces gestes de la cuisine accèdent à une existence littéraire que je trouve intéressante, qui en plus est vraiment le moment du small talk familial. Donc le moment où il se passe beaucoup de choses en peu de mots et dans des gestes très quotidiens. Voilà, donc l'hibiscus pourpre m'a beaucoup plu. Et bon, voilà. Ensuite, j'ai lu Le Wolf d'Adèle Cassignol aux éditions des Pérégrines dans la collection Icône. Alors si j'ai bien compris, cette collection-là est consacrée à des essais biographiques à propos d'Icône, mais des essais biographiques un peu créatifs, qui voilà, rompent un peu avec les codes du genre. Il y a eu notamment... je viens de me souvenir que j'ai commandé ce livre dans une librairie, je l'ai payé et je suis jamais allée le chercher. Ils m'ont jamais rappelé. Non, ouais, peu importe. Dans la même collection, voilà, il y a le Vitique d'Émilie Noteris que donc j'ai commandé et qu'il faudra que j'aille chercher. Le Nietzsche de Christophe Fiat. Qui est-ce que je connais d'autre dans les... Le Lady Di de Sophie Rabot. Je connais pas les autres auteurs. Mais donc voilà, ici, Adèle Cassignol, en fait, j'avais déjà entendu en conférence dans le cadre des rencontres Raisons Sensibles à Toulouse en 2022, je crois, où elle était venue nous parler de Woolf et son approche m'avait fascinée. J'adore Virginia Woolf, on va partir de là. C'est une autrice dont je n'ai pas encore lu l'intégralité de la biographie, mais Les Vagues restent un de mes romans préférés au monde et les essais de Woolf sont des essais très importants pour moi. Alors j'avais lu L'Art du roman quand j'étais jeune étudiante, qui m'avait beaucoup frappée, que je citais dans absolument toutes mes dissertations à l'époque. Puis évidemment Une chambre à soi et Trois Guinées plus récemment qui m'a vraiment scotché, soufflé. Trois Guinées qui pour moi proposait une première approche intersectionnelle du féminisme et je trouvais ça fabuleux. Et aussi la question du point de vue, l'épistémologie du point de vue, etc. Enfin bref, Woolf est assez... elle est phénoménale. L'un des plus beaux livres que j'ai lu à propos de Woolf, c'est... Ok. En plus, je crois que j'en ai parlé sur cette chaîne. C'est un livre de Cécile Washbrot, qui est par ailleurs traductrice de Woolf. Et le livre s'appelle Nevermore. Et c'est sur
ça mélange en fait la traduction de Promenade au phare et c'est un récit commenté de traduction. Donc ça c'est trop bien de rentrer dans la cuisine de la traductrice qui du coup nous donne à comprendre le texte anglais. Moi je suis pas du tout assez bonne angliciste pour... Enfin je peux lire en VO mais je comprends pas les subtilités de la langue. Alors que là, Washbrot nous entraînait derrière elle dans Woolf, dans le texte woolfien, nous expliquait toutes les nuances d'un choix de tournure syntaxique, etc. Et pourquoi elle a fait ce choix de traduction. Et vraiment, c'est le plus beau texte que j'ai jamais lu sur la traduction. Et en plus sur Woolf. Et c'est un texte de nature diaristique par ailleurs. Mais bref, ce petit essai d'Adèle Cassignol part du postulat qu'on ne lit plus vraiment Woolf, justement parce qu'elle a trop été iconicisée, que le syntagme un truc à soi est devenu en fait un élément de culture pop qui fait écran devant la véritable Woolf, qui est un personnage complexe, ambivalent, et dont l'œuvre est elle-même complexe, ambivalente, etc. Et ce sont les ambivalences de l'œuvre qu'explore Adèle Cassignol, en partant en fait Regardez, déjà ça commence comme ça commence en vers libre, lycée. Donc trop bien. Ça m'a plu ça. Donc elle part des propos rapportés de quelqu'un... Alors... Voilà. Un jour quelqu'un m'a dit... Enfin quelqu'un... point médian E... Quelqu'un m'a dit « Mais VW, c'est une grosse bourge blanche privilégiée, une daronne à disqualifier. VW classiste, raciste, antiféministe, a-t-elle bien fait tout son boulot ? Certaines ont tenu le compte trop, pas assez. Engagée, élitiste, intersectionnelle. Faudrait-il séparer la femme de l'artiste ? Pensez-vous qu'il faille la censurer ? Ah, gardez les yeux ouverts, vous cherchez la sortie. Moi aussi. Faisons une expérience, une relecture, relisons VW avec seul qui la lise, relions VW à seul qui l'écrit aujourd'hui. Oui, rendons-la vivante. » Et donc, justement, Cassignol explore les ambivalences de Woolf. Donc, il n'y a jamais de réponse simple. Est-ce qu'elle est raciste ? Est-ce qu'elle est classiste ? Est-ce qu'elle est véritablement intersectionnelle ou pas ? Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne suis pas forcément convaincue par toutes les conclusions, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Et elle explore aussi les artistes et écrivains contemporains qui travaillent à partir du Woolf, soit pour la réécrire, soit qui l'aiment pas en fait. Même elle cite une poétesse qui... J'ai oublié où c'est. Est-ce que c'est dans Qui efface qui ? Ouais, une poétesse qui cite Woolf dans un poème pour... parce qu'elle est très en colère contre elle. Ou en tout cas très en colère contre la manière dont l'histoire littéraire est écrite à partir de quelques femmes exceptionnelles systématiquement blanches. Ouais, bon, écoutez, je vais pas refaire... Enfin, voilà, c'est un essai que j'ai trouvé intéressant. Aussi parce qu'il y a plein de petits extraits cités. Il y a aussi une approche assez matérialiste de l'itinéraire de Woolf. On revient vraiment sur son travail à la Hogwarts Press et l'aspect matériel de ce travail, mais on revient aussi sur le fait qu'elle avait une domestique. Je vais faire une pause parce que j'ai un chat dans la gorge. Cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je passe au livre suivant. Je vais essayer d'un peu accélérer, mais oh non, il reste plein de trésors. Est-ce que je vais vraiment pouvoir bâcler tout ça ? Donc le livre suivant est un cadeau de mon amie la youtubeuse Un Grain de Lettres. Et le cadeau s'appelle, enfin le livre, pas le cadeau, s'appelle Memory Palace de Léa Cuénan. C'est un livre, si j'ai bien compris, qui a été écrit dans le cadre d'un master en création littéraire. Je sais plus si c'est Paris 8 ou Le Havre ou Aix-Marseille, je sais pas. Et c'est paru chez Rivage. Il s'agit d'un récit de science-fiction féministe et d'un récit science-fictionnel en fait qui m'a beaucoup plu. Tout se passe dans un espèce de huis clos, dans une base de lancement d'une fusée, dans le cadre d'un projet qui a été abandonné à cause d'un scandale. Et on a un petit groupe de femmes
des scientifiques, mais pas uniquement, qui récupèrent les débris du projet, notamment une intelligence artificielle qui s'appelle Memory Palace, pour créer une archive un peu totale de la mémoire de l'humanité, ou justement pas totalement totale, ce qui va apparaître dans le roman. Alors moi, la question de Memory Palace, ça renvoie au palais de la mémoire, donc les architectures antiques, je crois, médiévales, qui permettaient de conserver en mémoire les éléments en les classant de manière topographique. Donc dans les palais des mémoires, on a eu des châteaux avec des pièces où on classait les éléments du discours, mais on a aussi vu des arbres. Voilà. Et donc moi ça m'a intéressée parce que la question de l'archive m'intéresse, c'est une vraie question féministe, cette question de l'archive. C'est toujours la question de qui raconte l'histoire, qui conserve les documents, comment ces documents sont-ils racontés. On sait que c'est presque un truisme, hein, que ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire, mais parfois les vaincus peuvent enterrer l'histoire pour qu'on se souvienne d'eux. Et je suis allée au Cambodge pendant les vacances de Noël. Et ça m'a frappée parce qu'on est allé visiter certaines des plantes du complexe Angkor. Et il y avait un temple où le guide nous a expliqué que, en fait, il y a longtemps eu, autour du 10e, 11e, 12e siècle, une lutte entre deux religions principales, l'hindouisme et le bouddhisme, avec certains rois qui favorisaient une religion ou l'autre, ou la coexistence, ça dépendait. Et à un moment, on était passé d'une période de coexistence à une période de répression, et les moines bouddhistes avaient enterré la statuaire bouddhiste en dessous du sol, statuaire qui n'a été déterrée qu'au XXe siècle. Donc, vraiment récemment. Et donc, c'est intéressant pour deux raisons. C'est qu'à ce moment-là, les bouddhistes étaient minoritaires et persécutés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hindouistes, me semble-t-il, au Cambodge. Alors, il y a plusieurs religions, mais la religion principale, c'est le bouddhisme, avec plusieurs écoles bouddhistes. Il n'y a plus d'hindouistes. Et donc, on a déterré ces statues à un moment où, finalement, les persécutés d'hier étaient devenus les vainqueurs historiques. Et voilà, j'ai médité cette question-là des archives aussi qu'on produit pour un futur dont on ne sait pas s'il aura lieu. Bon, je vais pas trop me perdre en chemin parce que j'aurais aimé parler du groupe Olnek Chabès, qui était un groupe d'intellectuels et d'artistes du ghetto de Varsovie qui ont créé une archive en fait de la vie dans le ghetto, qui l'ont enterré et qui ont postulé que peut-être plus tard, après la défaite du régime nazi, en quoi ils espéraient, on retrouverait ces archives et on écrirait leur histoire. Et bon, bref, peu importe. Memory Palace, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas une histoire des vaincus, c'est une histoire totale. Et donc on a cette espèce de huis clos avec un compte à rebours, donc on commence 41 jours avant le lancement. La première partie de la narration s'arrête au moment du lancement. Non, pas au moment du lancement. On a lancement et on a un an après le lancement. Et on a ensuite 3,5 millions d'années après le lancement. Donc le moment où cette fusée dans laquelle on a inséré l'IA et les archives de l'humanité arrive à bon port ou pas à bon port, et vraiment la question reste très ouverte parce que là on a pour cette espèce de chapitre de fermeture et de conclusion dans un futur très lointain, la narration crée quelque chose de de vraiment difficile à comprendre, des créatures qui sont tellement différentes qu'on comprend pas trop. Bon, bref. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé les personnages, la construction des personnages. J'ai beaucoup aimé les personnages, c'est un livre que j'ai trouvé très très chouette. Et en même temps, il y a ce truc intéressant, moi pour l'instant j'avais lu quelques récits de science-fiction féministes et ces récits de science-fiction étaient encyclopédiques. Ils bâtissaient des univers du futur extrêmement complexes avec une faune, une flore, un langage, des institutions, etc. Parfois plusieurs types de créatures.
notamment chez Elisabeth von Harburg dans son cycle de Tyranaël que j'ai adoré. Mais là, en fait, on est au contraire sur quelque chose de beaucoup plus modeste, qui se situe dans un futur relativement proche, dans une période de catastrophe écologique, et qui, voilà, c'est un huis clos de 41 jours, avec un petit groupe de femmes qui est en train de préparer le transfert des archives sur des tout petits supports qui vont être intégrés à la fusée, etc. Et ce qui m'a trop fait rire et que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, on a une contrepartie fictionnelle dans ce livre d'Elon Musk, qui porte un autre nom, mais bon, voilà, on comprend vite que c'est un genre d'Elon Musk. Et c'est lui qui aurait été à l'origine du projet raté. Voilà, milliardaire d'extrême droite, vraiment, c'est lui. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que dans Sinclair, qui est aussi un récit science-fictionnel du futur, il y a aussi une toute petite contrepartie quelque part d'Elon Musk, et aussi un Elon Musk de fiction, dans une note marginale. Voilà, donc c'était rigolo que ces deux livres se fassent un peu clin d'œil. Ensuite, j'ai lu le livre... J'ai lu 2 livres, coup sur coup, de 2 personnes que je connaissais, et ces 2 livres avaient le mot chien dans leur titre. Alors j'ai vraiment trouvé ça trop drôle comme coïncidence. Il y avait Chien au pluriel de Julien Vito et Un chien arrive de Camille Ruiz. Mais les 2 livres n'ont pas beaucoup d'autres points communs. Alors si, ils ont tous les 2 une nature autobiographique. Voilà, c'est des écritures de soi dans les 2 cas, mais très très différentes, des projets très différents, et même la place du chien est peu comparable parce que ça n'a rien à voir. Le chien qui arrive chez Camille Ruiz, en fait, c'est un écrit de type diaristique / essayistique. Moi, j'adore ça, j'adore Maggie Nelson, j'adore Nancy Houston, enfin, toutes ces diaristes contemporaines qui mêlent journal et essai et qui font bruisser une très grande quantité de voix, de penseurs, de penseuses, dans une écriture qui est vraiment relationnelle, horizontale, généreuse, avec une ouverture à l'autre et pas de concurrence. Et donc déjà, moi je partais bien, j'aime immensément l'écriture de Camille Ruiz, donc j'attendais ce livre avec une grande impatience, et se trouve aussi qu'en fait j'ai retrouvé dans ce livre beaucoup d'échos, de souvenirs de lecture, puisque je lis les journaux brésiliens de Camille Ruiz sur son site WordPress depuis un certain nombre d'années, et j'ai retrouvé des petits morceaux du journal brésilien, et je trouve ça toujours merveilleux. En fait, c'est Guillaume Fissac qui avait écrit un petit texte sur son site Fuir est une pulsion, sur le type de rapport qu'on entretient avec nos lectures web, la manière dont elles infusent en nous parfois pendant des années. Qu'est-ce que ça produit en fait de lire une personne, non pas un livre de temps en temps, mais vraiment de la lire au quotidien, parfois tous les jours, parfois toutes les semaines, tous les mois, ça dépend, il y a plusieurs rythmes possibles. Mais la manière dont ces écritures finissent par nous tenir au corps quelque part. Et donc c'est toujours une très grande joie de les retrouver dans des livres, de retrouver des petits morceaux, d'avoir l'intuition de la manière dont ils ont été fondus dans un ensemble plus vaste et sûrement réécrits plusieurs fois aussi. Donc voilà. Lecture fabuleuse, Un chien arrive, c'est l'histoire d'une relation avec un chien. Mais avec donc ici Ziggy, le chien de Camille, qui est un golden retriever, probablement pas tout à fait lof. Et le livre est divisé en 2 grandes parties, une partie qui s'appelle Attention et l'autre qui s'appelle Affection. Et donc ça va être toute une réflexion nourrie d'autres textes, des textes de fiction, des textes de type essayistique, à propos vraiment de ce que crée la relation entre un chien et un être humain, notamment quand cet être humain est une jeune femme. Et ça, c'est très intéressant, parce que la prise en compte du genre, la dimension genrée de l'approche est très importante. Mais dire que ce texte donne beaucoup de matière à penser, ce serait dire peu de choses. J'ai du mal à écriture l'écriture de Camille. À décrire, et ce que j'aime en elle. Donc je pense que peut-être je vais juste lire l'ouverture. Ça s'ouvre sur
En fait, il y a une introduction avant les deux parties, et même dans les deux parties, il y a des espèces de sous-parties qui portent chacune un titre. Et donc, ça s'ouvre sur une sous-partie de l'introduction qui s'appelle « Deux rêves ». Il y a presque 10 ans, j'ai rêvé d'un chien que je n'avais pas et que je perdais. C'était un golden retriever au long poil couleur plage. Nous vivions à Paris, dans mon appartement de 2015. Il était doux et affectueux. Je l'aimais douloureusement. Un matin d'hiver, alors que l'air froid du rêve s'engouffrait dans la pièce, mon chien s'est précipité dehors par la fenêtre ouverte. Je me suis lancée à sa suite, les mains agrippant la balustrade, sensation claire et froide des mains fermées, de la vue du chien gisant sur le trottoir et de mon propre corps qui ne bascule pas. Des sanglots silencieux me prenaient la gorge, mes mains étaient collées au fer gelé, comme la langue de mon petit frère Lucas sur une glace à l'eau, achetée auprès d'un vendeur de plage, quelque part dans le sud de la France, au milieu des années 90. Beaucoup plus tard, en 2020, nous ne sortons presque pas de l'appartement qui se trouve au milieu de l'université de Brasilia, où Pierrot enseigne. Le campus est désert, nous passons nos journées sur le balcon, on se demande si c'est la vraie vie. J'ai 29 ans puis 30, un filet de protection nous sépare du dehors, ma main peut passer à l'intérieur des mailles. Il est là pour ne pas qu'Aitor, encore tout petit, tombe, mais date aussi de l'époque où Pierrot pensait tous les jours à se jeter dans le vide. Des colibris s'y faufilent parfois. Depuis le toit de l'immeuble d'en face, tous les jours, de grands vautours nous regardent. Sur le Brésil de Bolsonaro flotte une odeur de désespoir et de mort. Cette année-là, parce que nous venons de nous marier et qu'il veut que je me sente chez moi, malgré tout, dans le pays qui est le sien, Pierrot m'offre un chien, un golden retriever de quelques semaines à peine. Il sait qu'avoir un chien est l'un de mes rêves, mais je ne crois pas avoir déjà parlé de l'autre rêve, celui d'il y a 10 ans. Alors en fait, c'est pas anodin que ça s'ouvre sur le rêve d'un chien, parce que le livre va beaucoup questionner la question dont la relation avec un animal est aussi une relation de projection. L'être humain projette sans cesse sur le chien beaucoup de choses, beaucoup de fantômes, parfois les spectres d'autres animaux, parfois sa représentation de ce que c'est qu'un animal, de la manière dont un animal se comporte, etc. Mais beaucoup d'autres choses aussi. Et oui, je lis encore quelques lignes, c'est trop beau, j'aime tellement. Est-ce que la vie commence ? Je possède un exemplaire d'occasion d'Ordinary Affects de Kathleen Stewart, annoté par une personne inconnue. Si on l'ouvre à la page 46, on trouve un paragraphe entouré au crayon de papier et 2 traits supplémentaires viennent souligner la phrase centrale. Et là, il y a donc une longue citation. Elle connaît une femme d'une 40aine d'années qui ne s'est jamais mariée et vit seule. Sa vie est remplie de travail, de bons amis et de famille, de toutes sortes de passions et de formes de connaissance de soi. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de cadre pour annoncer que sa vie a commencé. Elle sait que c'est ridicule, mais elle nage constamment à contre-courant. Fin de la citation. Sans la notation, ce fragment ne se serait sans doute pas détaché du reste. Le trait de crayon le fait vibrer sur la page, et à chaque relecture, mes yeux s'engouffrent à sa suite comme sur un chemin ouvert. Même si, à première vue, ce paragraphe n'entretient pas de rapport direct avec mon chien, j'y trouve une sensation similaire à celle de nos promenades. D'être mise face à une attention étrangère qui vous entraîne. Je me demande à qui appartenait cet exemplaire et pourquoi l'extrait a résonné parmi le reste. Et si la vie de cette personne avait commencé, au moment où elle a souligné cette phrase ? Et si ma propre vie a commencé ? Et si oui, quand ? Quelque chose flotte entre le texte, ses précédentes lectrices et moi. Nos imaginaires sont communs et tenaces. Au centre, l'idée d'une vie possible, une vie bien vécue, belle, suffisante, brille comme une petite pièce d'or, et ses contours sont flous. Quelle relation cette pensée entretienne avec l'idée puis la présence d'un chien, bientôt Ziggy, mon chien. Chaque fois que j'essaye de saisir quelque chose, une autre s'intercale. Peut-être que le chien est arrivé à un moment où il devenait impossible de penser que ma vie n'avait pas commencé. Et oui, donc ça me fait penser de lire ça à plusieurs choses. La première, c'est que toute la partie attention interroge la manière dont la présence d'un animal auprès de nous modifie notre attention au monde, notre perception du monde, parce qu'on le modifie,
commence à le percevoir de manière un peu hybride à la manière de l'animal. Alors moi, du coup, forcément, hein, quand on lit un chien arrive et on vit avec un animal, on crée des petits liens. Et moi, je me disais, depuis que j'ai un chat, c'est vrai que mon attention au monde s'est un peu modifiée. Déjà, je le cherche. Ça, elle le dit, Camille. Elle se demande toujours, elle a toujours dans un coin de sa tête, où est Ziggy dans l'appartement. Donc moi aussi, mon petit chat, je me demande, où est Sido dans l'appartement, tout le temps. Et on perçoit aussi à travers l'animal, alors surtout quand elle était toute petite et qu'elle était un peu maladroite, qu'elle cassait des trucs sans cesse, parce qu'elle aimait sauter en hauteur, elle aimait se faufiler entre les objets, puis elle allait les faire tomber. Donc en fait, et puis elle aimait les pots de plantes, se mettre dans les pots de plantes, donc il fallait penser l'espace par rapport à elle, se demander comment est-ce que telle nouvelle configuration de l'espace allait résonner pour elle. Et il y a aussi l'espace sonore, par exemple. Je sais, quand je fais passer l'aspirateur, je regarde d'abord dans quelle pièce elle est, pour essayer de pas lui faire peur. Je regarde si elle dort ou pas. Et bon, l'aération. Alors ça, vraiment, quand vous vivez en appartement, que votre chat, vous ne voulez pas qu'il sorte parce que dehors, c'est dangereux pour lui. Aérer, ça devient vraiment... Là, on est attentif, vraiment. Elle est dans quelle pièce? J'aère dans quelle pièce? Est-ce que je ferme la porte? Si je ne la ferme pas, je dois la voir dans le coin de l'œil. C'est très compliqué. Donc ça, c'est une dimension. Une autre dimension, et qui, je trouve, annonce vraiment son rapport à la citation, à l'intertextualité, etc., c'est qu'ici, quand elle nous parle de ce livre, Ordinary Affects, qui va revenir à plusieurs reprises dans le livre, elle nous parle de l'exemplaire du livre, donc dans sa matérialité, et des couches de lecture successives du livre. Donc cette personne inconnue, anonyme, qui a annoté, qui a lu avant, et donc il y a un dialogue permanent dans la manière de lire les textes, de les appréhender, il y a un dialogue avec les autres lectures, les autres lecteurs, et une mise à niveau qui est très belle, d'une part parce qu'elle n'est pas concurrentielle, et ça j'avais vraiment noté ça dans les écritures de diaristes féminines. Le rapport aux autres penseurs, aux autres écrivains me semblait un peu différent d'ordinaire. Mais aussi, en fait, ce que ça crée, cette horizontalité de la relation, c'est que il n'y a pas non plus l'idée qu'on serait surplombé par des figures immenses qui nous écraseraient, qui seraient impressionnantes. Vraiment un dialogue, parfois, à travers les siècles, avec d'autres personnes qui aiment les animaux. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que j'aime énormément les chiens aussi. Et que prendre très au sérieux et avec beaucoup d'amour la question de la relation à l'animal était pour moi... Enfin, c'était beau pour moi. J'ai repensé à la dédicace d'un petit livre. Alors, je suis allée à Londres en décembre, quelques jours avec une amie. Et on est allé dans une librairie pour voir un peu les livres qui étaient mis en valeur en Angleterre. Et j'ai acheté un petit essai, dont je ne connais plus ni le titre ni le nom de l'autrice. Un petit essai facile à lire, léger, une femme lesbienne qui évoque la parentalité lesbienne, voilà. Et il y avait une petite... Alors j'oublie toujours les noms de ces éléments du paratexte, c'est pas l'exergue, c'est peut-être la dédicace. Et donc la dédicace était en partie dédiée à son chat, je crois. Et il y avait une petite remarque à côté sur le fait que les animaux, souvent dans les couples LGBT, c'était une manière de commencer à faire famille, parce qu'on sait que la parentalité est plus complexe pour les personnes LGBT, pour tout un tas de raisons. Et ça m'avait énormément touchée parce qu'effectivement, quand on commence à avoir chez soi un animal, on commence à former une famille et plus juste un couple. Et voilà. Bref, je trouve ça très beau de le prendre au sérieux. Je ne peux que recommander Un chien arrive. Et je suis tellement heureuse que ce livre soit paru chez Corti. Il est magnifique. En ce moment, chez Corti, on a vraiment un catalogue qui est en train de s'enrichir de plein de voix contemporaines géniales. J'ai plusieurs projets d'achat bientôt, notamment un livre de l'auteur du Cours de l'eau, dont j'ai oublié le nom, et qui se passe sur une
contrepartie fictive de Le Bon Coin, donc qui se passe en ligne avec un roman de pseudonyme. Moi, ça me plaît beaucoup, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment, donc je vais bientôt l'acheter. Et je fais une petite pause là. Et donc, après un chien arrive, on a chien au pluriel. Alors ici, les chiens occupent une fonction complètement différente, et c'est intéressant parce que c'est un cas de figure qui est envisagé par Camille Ruiz. Des chiens comme amis imaginaires des enfants. De la manière dont beaucoup d'enfants ont eu pour amis imaginaires des chiens. Et donc ici, c'est un couple de chiens, et c'est rigolo parce que en fait, ça aurait pu être des poulets, enfin, c'est vraiment indifférent qu'ils soient des chiens. Et si j'arrive à retrouver, j'aimerais bien retrouver l'introduction des chiens, parce que c'était trop bien. Bah, en gros, il y a un chien qui... chacun des chiens représente une partie de la personnalité d'un adolescent. C'est un récit rétrospectif qu'on devine autobiographique, ou en tout cas largement autobiographique. Et c'est un récit des 15 ans du narrateur. Un récit de vacances. Ça se passe en été, dans une librairie du Touquet, où il est employé, voilà. Et c'est aussi un récit le récit d'un premier amour. D'un premier amour homosexuel. C'est vraiment un livre qui m'a plu, que j'ai un peu dévoré. Il y a une phrase en fait, je sais pas pourquoi, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai recopiée, je fais jamais ça. C'est à la page 45. Comme ce chien mi-grec, mi-juif qui déterrait les os dans la glaise de mon corps, je m'effrayais de ce que je trouverais au fond de moi. C'est vraiment la question du chien qui déterre les os dans la glaise du corps. De manière générale, même dans mon écriture, j'utilise beaucoup d'images, de choses qui se trouveraient à l'intérieur du corps. Il y a un truc, une fois une image du carillon, les lierres, des choses comme ça. Il y a toujours des trucs. Des objets dans le corps qui viennent signifier des émotions. Et donc là, c'est un os qu'un chien recherche. Et le corps, c'est de la glaise. Ça m'avait trop plu. Et il se trouve aussi, enfin ça c'était assez rigolo, il y a un leitmotiv qui est la question du phénomène, et en fait qui n'est pas nommé au départ, c'est-à-dire qu'on dit, enfin qui n'est pas explicité au départ, on dit que le narrateur, il y a un phénomène qui s'exprime à travers de lui, et qu'à chaque fois ça étonne trop les gens. On finit par comprendre que c'est probablement qu'il est précoce, voilà, précoce. Mais que du coup ça exerce une forme d'aura sur les personnes autour de lui. En fait, ce que j'ai aimé dans cette écriture, c'est une écriture assez virtuose, avec plein de petites trouvailles. Bon, je vais vous lire l'entrée. Quand ils entraient dans la librairie, les clients voyaient d'abord mes 15 ans. À ma manière de rester en retrait légèrement courbée, ils comprenaient que j'étais seule. Le plus souvent, ils s'adressaient à moi avec une voix fausse, comme si ma présence les invitait à une expérience de psychologie sociale. Je n'étais pas pressée de répondre, je savais que le phénomène allait opérer à coup sûr. Le phénomène, j'en connaissais toutes les manifestations. C'est le phénomène qui avait donné à François l'idée de ce travail et sa hâte à me confier les clés de la librairie. C'est le phénomène qui m'avait valu la passion ou la haine des enseignants et les avait poussés au redoublement pour tenter de remettre les choses à leur place. Madame L était venue m'annoncer la nouvelle en personne, une chose inconcevable sans le phénomène. Elle s'était perdue dans les rues de Jouy-le-Moutier, square de la Bonne Entente, avenue du Temps perdu, rue des Vignes Blanches. Toute cette toponymie trompeuse de parc d'attractions qui expliquait, abstraction faite du phénomène, pourquoi les romans paraissaient plus concrets, plus riches, plus habitables. Dans la cuisine où ma mère lui avait préparé un café instantané, c'est le phénomène qui m'avait obligée à consoler Madame L alors que mon cœur était presque mort. C'est le phénomène qui faisait que les hommes que j'acceptais de suivre chez eux renonçaient le temps du trajet et me laissaient sur le pas de leur porte. Ils n'éprouvaient aucun remords, mais le phénomène avait épuisé tout le désir pour l'enfant que j'étais et que je n'étais pas, ce qui était le phénomène en somme. Donc vraiment, il y a une sorte d'externalisation d'un trait de caractère, vécu comme dissonant. Le phénomène, personne ne savait de quoi il était fait, on pouvait seulement lui donner des noms et tenter de l'approcher par cercle concentrique, une sorte de théologie négative. Mère, surdoué, père, menteur, frères et sœurs, mouche du coche, garçon du collège, bouffon.
Donc livre que j'ai aimé, et puis j'ai aimé qu'il prenne place aussi dans une librairie. Voilà, ce métier de rêve, être toute la journée avec des livres. Et j'ai gardé pour la fin 2 essais de Judith Schlanger, à leur présence des œuvres perdues, 2010, et L'écorce des choses, qui est paru l'an dernier. L'écorce des choses qui d'ailleurs reprend certaines des pensées développées dans Présence des œuvres perdues. Présence des œuvres perdues, c'est la question de la persistance dans la mémoire de ce qui a disparu, de comment agissent les œuvres perdues sur la conscience culturelle. Je vais vous lire dans ces mots, parce que ces mots sont quand même plus efficaces que les miens. Qu'en est-il des œuvres innombrables qui ont existé et n'existent plus ? Ces œuvres perdues gardent parfois une pâle présence. Explorer la perte, c'est prendre en considération ce qui subsiste à peine et pourtant a pleinement existé, les débris, les fragments, les ruines, les conceptions englouties, les productions abandonnées, les restes presque oubliés. Pour nous, perdre est un phénomène nourri d'exemples et de cas. C'est à travers des histoires de pertes, etc., etc. Trop beau, et en fait Judith Schlanger a vraiment une manière bien à elle d'écrire des livres de philosophie, je sais pas, je crois qu'elle est philosophe à la base, qui est assez déroutante pour moi qui suis habituée à certaines des méthodes empiriques des sciences humaines avec le recours à, je sais pas, des enquêtes, des statistiques, le propos reste en fait très général. Il y a quelquefois quelques exemples, mais qui sont vraiment envisagés enfin... Ouais. Je parle trop mal de Judith Schlanger alors que je l'aime énormément. Et c'est drôle parce que Présence des œuvres perdues, je l'ai beaucoup lu à haute voix. Je me le suis lu, je l'ai écouté, je l'ai entendu rouler dans ma bouche. Et souvent quand je lis Judith Schlanger, en fait, j'ai l'impression d'un espèce de roulis, parce qu'il y a quelque chose de très enveloppant dans son écriture, un peu de litanique aussi, beaucoup de répétitions, mais en fait la pensée progresse, elle progresse en se répétant, enfin c'est très très beau. Et surtout c'est une pensée qui est originale, qui moi me soulève, me donne à penser, vraiment me donne de la matière à penser, et à penser parfois d'autres choses que celles qu'elle pense. Et j'ai donc commencé Présence des œuvres perdues l'an dernier. Je l'ai fini en janvier. Mais ça a complètement alimenté une communication que j'ai faite dans le cadre d'une journée d'études où je parlais... En fait, je me suis rendu compte après que c'était pas du tout un sujet original. Je m'en suis rendu compte trop tard, mais c'est pas grave. Je parlais de la question de la disparition des œuvres de littérature numérique, ou en tout cas des œuvres publiées en ligne. L'idée que le support numérique était beaucoup plus fragile, beaucoup plus friable que les supports papier pré-numériques, enfin, qui continuent à exister d'ailleurs, et que donc on avait aujourd'hui une accélération de la perte de la littérature, accélération par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques décennies, et que cette accélération allait avoir une série de conséquences, notamment sur la possibilité d'écrire l'histoire littéraire, de comprendre la genèse de certains courants artistiques, enfin courants littéraires, etc. Et je partais de l'idée que la plupart des chercheurs en littérature numérique avaient déjà parlé de ça, de la question de la perte de leur propre corpus, de certains des écrivains qu'ils étudiaient, etc. Et donc j'ai un peu fait le bilan des déplorations, le bilan aussi des solutions avancées par le monde académique. Et en fait, tout ça a été profondément innervé par Judith Schlanger. À certains moments, je vais la citer un peu longuement, avec beaucoup de plaisir, de gourmandise, et voilà. Parce qu'elle m'a aussi appris que la mélancolie, les émotions avaient tout à fait leur place dans un travail académique. Et ensuite, j'ai lu d'elle L'écorce des choses, qui est en fait un petit recueil de textes essayistiques de nature différente. Je vais vous lire en fait. C'est même pas une préface, c'est pas non plus une dédicace, c'est pas un exergue, je sais pas, c'est
première page, écrite plus petit. Casaubon, l'érudit du XVIe siècle, s'il a pu passer une journée seul malgré la famille, les enfants, les bienfaiteurs, les obligations et toutes les complications. Une journée à lire sans interruption dans sa bibliothèque, s'écrit dans son journal. Odie Wixi, aujourd'hui j'ai vécu. Ma relation au livre n'a pas cette simplicité. C'est dans un autre esprit que je donne voix ici à 3 thèmes qui m'ont accompagné en profondeur, que le changement est au cœur de la durée historique, la valeur cachée des anonymes, l'idée de consacrer sa vie. Et ces 3 thèmes qui paraissent simples comme bonjour vont l'amener... En fait, la puissance de concentration de cette écriture, moi, elle me bouleverse, quoi. Genre, en 3 ou 4 pages, elle nous fait traverser des univers de pensée, des choses, moi, que souvent je n'ai jamais pensé, auxquelles je n'ai jamais pensé avant de la lire. Elle retraverse sa vie de lecture. Ce que j'aime beaucoup chez elle, j'avais découvert par un tout petit livre qui s'appelle La lectrice est mortelle, et qui était consacré à la question des souvenirs de lecture et de la manière dont la relecture, dont la lecture seconde, le fait de relire quelque chose, rentrait en interaction avec nos souvenirs de lecture. C'était trop beau. Trop beau et trop intéressant. La question de la temporalité des lectures m'intéresse de plus en plus, parce qu'en fait, aussi ma mémoire de lectrice a tendance à se dégrader, j'ai l'impression. Je retiens moins les choses que je lis. Et d'ailleurs, c'est aussi un projet de vidéo que j'ai depuis quelques temps. Je ne sais pas si je le ferai ou pas. J'aimerais bien parler de cette question-là, la temporalité des lectures, la manière dont, déjà à mon âge, c'est-à-dire 33 ans, des périodes se sont succédées, des périodes plus ou moins longues, des rythmes, voilà, vraiment la question de l'itinéraire biographique en lectrice et sa temporalité. Enfin bref, l'écorce des choses, c'est aussi un petit livre autobiographique, c'est par bien des aspects une forme de bilan de beaucoup d'aspects de la vie de Judith Schlanger. Le dernier texte d'ailleurs elle revient sur sa thèse qu'elle n'avait pas relue depuis, une thèse sur Schelling, qu'elle n'avait pas relue depuis qu'elle l'avait écrite et rendue plusieurs décennies plus tôt. Et donc, elle la relit, là, pour l'écriture. Et donc, elle fait un petit peu le bilan de comment elle s'est construite en tant que chercheuse au travers de ce sujet. En fait, elle était avec Ricoeur, je crois. Ou je dis une bêtise. Son directeur de thèse. Oui, elle était avec Ricoeur, mais il n'a pas fait grand-chose pour elle. En fait, il y a aussi une petite ligne de fond dans ce livre, alors qui n'est pas du tout principale, mais que j'ai trouvée intéressante. C'est la prise en compte du genre et de l'influence du genre de la chercheuse sur son itinéraire de chercheuse, sur le fait qu'on lui a parfois fait reproche de s'intéresser à certains sujets comme s'ils étaient trop bassement matériels parce qu'elle était une femme. Ça commence d'ailleurs là-dessus, sur un cas où elle relit Malebranche qui dit des trucs horribles sur les femmes, et lui répond. Et il y a un petit paragraphe qui m'a émue, touchée, qui lui ressemble, où donc elle revient sur sa genèse en tant que chercheuse. Et elle nous dit « Pourtant, abstraction tant qu'on veut. J'avais 2 bébés et c'est très corporel. Nous faisions les courses, la cuisine et c'est très concret. La vie de cinéma, le cinéma, la vie de café, le cinéma, le théâtre, les expositions, les remous politiques, les expéditions à la recherche de robes, tout cela est joyeusement incarné, et incarné à fond. » Je trouve qu'elle a un usage des adverbes qui est surprenant parfois. C'est très concret, c'est très corporel, ce trait qui revient à 2 reprises et je sais pas, qui creuse quelque chose. Qu'ai-je gardé des années de labourage dans l'univers de Schelling et dans celui plus austère encore de ses interprètes. J'y ai gagné un fond historique de connaissances, ou du moins de familiarité, qui me donnait un début de culture spéciale. Très normalement, je suis partie de là pour commencer à continuer. Elle revient aussi, c'est tellement riche ce petit livre, elle revient aussi sur sa découverte de Michel de Certeau, sur la manière dont il a aidé à penser les anonymes en tant que lecteurs, l'importance des lectures individuelles, subjectives, la manière dont parfois le quasi-même produit du différent. Enfin bref, c'était très beau.
Voilà pour ce premier trimestre. Cette vidéo est beaucoup trop longue, mais je vais la chapitrer, donc ça permettra éventuellement d'aller directement aux endroits intéressants. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à commenter si vous voulez ouvrir la discussion à propos de certains de ces livres, si vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, mais qu'ils vous ont peut-être paru des entreprises de lecture.